C'est un véritable changement de paradigme qui s'opère au niveau de l'enseignement technique au Bénin. Ici, au centre de promotion de l'entrepreneuriat agricole de Kétou, 662 jeunes aspirants au métier de l'enseignement dans les lycées techniques agricoles du Bénin sont en formation. Contrairement à leurs aînés, ils bénéficient d'une immersion quotidienne dans l'univers agricole. 70% de pratique, 30% de théorie, avec des équipements de dernière génération qui leur permettent de toucher du doigt la réalité. Le programme se déroule sous la houlette de l'Université nationale d'agriculture en partenariat avec l'Université du KwaZulu-Natal d'Afrique du Sud. Comme vous le voyez, nous avons plus d'une dizaine de tracteurs, de motoculteurs, des machines agricoles. Nous avons donc beaucoup d'enseignants qu'on doit former dans diverses spécialités. Ceux-là vont constituer un vivier d'enseignants au point, un vivier d'enseignants qui permettront donc de pouvoir donner les nouvelles techniques d'exploitation des fermes agricoles, d'exploitation moderne avec des machines de fermes agricoles sur tout le territoire national. C'est pour la première fois, depuis je dirais 1960, qu'on commence par former à l'université des gens par spéculation, dans chaque spéculation. Avant, la formation était tout généraliste. Maintenant, l'État décide, sur la base des spéculations, d'avoir des spécialistes. Et ça, c'est génial. Je désigne par spéculation, disons, on décide de former des gens, des cadres en production de la volaille, par exemple, en production de palmiers à huile, en production de l'anacade, etc., etc. Ça, c'est pour la première fois. Et lorsque la formation commence comme ça, je pense qu'in fine, nous aurons des cadres très spécialisés et très pointus pour résoudre les problèmes donc, du développement de l'agriculture. La formation, elle est très passionnante parce qu'autrefois, on ne faisait pas la pratique dans nos lycées. Mais cette fois-ci, tout enseignant qui sortira de cette formation serait capable, outre d'enseigner théoriquement les élèves, de mettre la main à la pâte et afin que les élèves que nous allons encadrer plus tard à la fin de cette formation puissent être aussi capables de faire ce pourquoi ils ont été inscrits dans ces lycées et comme ça, l'essor de l'agriculture dans notre pays serait une chose effective. On met vraiment la main à la pâte et cela change un peu notre mindset, change un peu notre mentalité de faire les choses et nous espérons bien qu'avec cette nouvelle manière de faire les choses, à notre sortie d'ici, nous pourrions vraiment créer une nouvelle population d'agripreneurs qui seront nos élèves dans les lycées agricoles. A collaboration with the University of KwaZulu-Natal. L'université de KwaZulu-Natal est une université de renom en agriculture, en Afrique du Sud, aussi bien en Afrique. L'université de KwaZulu-Natal occupe la 3e place. En Afrique du Sud, c'est la 3e université, la plus grande université. Et en agriculture, c'est la première université. Au fait, c'est ce qui explique donc le choix de l'université de KwaZulu-Natal. Nous avons plusieurs expertises dans ce domaine, en matière de la production végétale, la production animale, la technologie agroalimentaire. Donc, c'est pourquoi nous sommes là pour supporter le programme et pour assurer donc la qualité et le transfert donc des compétences à ces enseignants. Ce qui va changer est que nous aurons de support pour construire les compétences techniques professionnelles. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, on ne fait pas de miracle les mains nues. Avec les unités d'application, avec les unités de production, le plateau technique renforcé, l'environnement de formation, eh bien là, on peut être sûr d'imprimer des compétences dans les cadres qui vont sortir, qui vont prendre en charge l'une ou l'autre chose. Dans ce cas précis, c'est les lycées techniques nouvelle génération qui vont former des exploitants agricoles. Mais le summum de la satisfaction est que le site où nous nous trouvons, le centre de promotion de l'entrepreneuriat agricole, donc, qui sont des institutions de l'État, de Kétou et de Zanyando, sont mobilisés sous l'UNA pour qu'à terme on mette en place une école normale supérieure de formation des formateurs au métier agricole sous l'UNA. Alors vraiment ce futur qui est proche, qui est en construction déjà, c'est très important, qui change vraiment de paradigme. L'ambition est saine.
faire du Bénin une véritable puissance agricole. Et pour concrétiser le rêve, un partenariat est noué avec la Société nationale de mécanisation agricole, la SONAMA. Tous les 10 lycées techniques agricoles existants ont reçu le matériel. Au niveau de chaque établissement, 2 enseignants ont été formés pour que véritablement les apprentissages soient améliorés. Vous savez, depuis qu'on a créé les lycées techniques agricoles, pour la culture maraîchère, les travaux se faisaient à la main, notamment l'arrosage, notamment le contrôle du sol. Le partenariat avec la SONAMA permet d'installer un dispositif d'irrigation, d'appoint d'eau sur une superficie de 0,25 hectares avec une indépendance énergétique. Pourquoi je dis ça? Parce que l'eau va être remontée par l'énergie solaire. Et à cet effet, les enseignants ont déjà été formés. Mais là n'est pas le problème, c'est que les apprentissages sont désormais améliorés. En ce qui concerne la maîtrise de l'hydraulique agricole, cela permet d'avancer dans les apprentissages. Des moyens colossaux, soit plus de 500 milliards de francs CFA, sont injectés dans l'enseignement technique afin d'outiller les acteurs, de renforcer le plateau technique et de disposer d'intrants pédagogiques conséquents. Le gouvernement a élaboré un vaste programme qui a été confié à la dette pour sa mise en œuvre. Ce programme comprend la mise en place de 30 lycées techniques agricoles, la mise en place de 8 écoles de métiers, la spécialisation, la construction, la réhabilitation et l'équipement des 16 lycées techniques existants, mais aussi pour valoriser les matières scientifiques dans nos collèges d'enseignement secondaire général, le gouvernement nous a confié la mission de mettre en place 6 lycées scientifiques et 2 écoles normales supérieures scientifiques. La mission des lycées techniques a changé par rapport à ce qui se fait actuellement. Les lycées techniques, d'abord, sont installés et sont en lien avec les 7 pôles de développement agricole. Ce qui veut dire que la formation qui se fait aujourd'hui ne sera plus faite, les formations seront liées aux métiers qui sont en lien avec les chaînes de valeur des 7 pôles de développement agricole. La 8e école de métiers, qui est l'école des métiers de la mode, du vêtement et du textile, c'est sur orientation du gouvernement, compte tenu de tout ce qui se fait dans la zone économique de Grodjibé, dans le domaine de la transformation des textiles, pour que nous puissions avoir des couturiers, en tout cas des chances du domaine de la mode et du vêtement de qualité, une école qui sera une école de référence internationale qui sera mise en place au Bénin. Si tout va bien, avec le travail fait par l'Agence de construction des infrastructures du secteur de l'éducation, les travaux de construction vont démarrer d'ici la fin de l'année. Notre ambition, et suivant les orientations du gouvernement, c'est que ces écoles doivent ouvrir leurs portes en 2025. Les 7 écoles de métiers sont prises en charge par la Banque mondiale et il y a une école de métiers sur laquelle la coopération luxembourgeoise est positionnée, celle du tourisme, hôtellerie et restauration. Comme vous le savez, depuis des années, il y a la désaffection de nos apprenants des matières scientifiques. Or, les sciences sont les soubassements de la technique. Le gouvernement, pour impulser la valorisation des matières scientifiques, a décidé de mettre en place 6 lycées scientifiques. Un lycée scientifique par ancien chef-lieu de département. Et puis 2 écoles normales supérieures scientifiques. Ce sont des lycées scientifiques de référence, où les apprenants qui iront dans ces établissements seront traités autrement, pour leur permettre d'étudier et de s'intéresser aux sciences afin que, à la fin de leur formation, à l'obtention de leur bac, nous puissions avoir des scientifiques de référence qui peuvent aller dans les écoles préparatoires, qui peuvent aller dans les écoles d'ingénieurs, mais surtout aller dans nos écoles normales supérieures afin qu'à terme, nous puissions avoir des enseignants dans les sciences de mathématiques, de PCT, de SVT, de qualité, qui vont permettre de relever le défi. Et un élément important sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est le mécanisme de financement durable et soutenable de ce sous-secteur. Ce mécanisme de financement permettra aux établissements de bénéficier en temps réel
des ressources nécessaires pour leur fonctionnement, pour la maintenance des infrastructures, pour la maintenance des équipements, pour le renforcement des capacités périodiques de leurs enseignants, pour la formation, pour le renforcement des capacités des formateurs, en tout cas, un mécanisme de financement qui va soutenir tout le système afin que tout ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui ne tombe dans la décrépitude et dans la désuétude à court terme. En 2020, 60 élèves professeurs, on peut dire stagiaires, professeurs stagiaires ont été recrutés, dont 24 sont actuellement en formation. Ils sont partis en formation pour 3 ans. Pour 4 ans, ils sont dans leur 3e année, ce qui veut dire que l'année prochaine, ils vont nous revenir. Ce seront des professeurs de référence qui vont nous accompagner à relever le défi de la professionnalisation de la formation. Le gouvernement de Patrice Talon met aussi le curseur sur la formation professionnelle. À Fidrosset, à Cotonou, l'école des métiers du numérique se veut un centre de référence avec une ligne pédagogique bien définie. Le plus que nous apportons, c'est d'aider cette jeunesse à avoir la main parce que, comme vous l'avez constaté, nous sommes là dans le laboratoire de l'école des métiers du numérique. C'est le laboratoire qui est le plus grand, pour ne pas dire le plus grand de la sous-région, pour ne pas dire de l'Afrique. Donc, dans notre laboratoire ici, nous avons tous les équipements qui permettent de former les techniciens en fibre optique de A à Z, parce que nous disposons de tous les outils, de tout ce qu'il faut pour leur permettre de recevoir cette formation complète. On a besoin de techniciens en fibre optique pour permettre à notre pays de disposer de ce vivier qui permettra de pouvoir combler ce vide, de pouvoir permettre l'accessibilité de toute la population, de toutes les communautés, de toutes les communes, de toutes les localités, en cette matière première qu'est la connexion ou la connectivité à l'Internet. La vocation première de notre école, c'est de pouvoir former des techniciens dans le domaine du numérique en général, et aussi de former des gens qui travaillent ou ceux qui sont en quête de reconversion. La cible de notre école, c'est d'abord les étudiants qui sont en fin de formation, parce que l'un des constats du gouvernement, c'est que la plupart de nos diplômés n'ont pas souvent la main. Ils sont obligés de faire des mois de stage pour pouvoir avoir la main, quelle que soit l'entreprise qui les engage. Donc cette école vient à point nommé pour leur permettre de pouvoir avoir la main dans un domaine précis donné, pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire immédiatement exploitable, immédiatement utile pour les entreprises qui vont les engager. Nous recrutons des étudiants ou des apprenants qui ont au moins le niveau bac. Nous en avons de tout type, à savoir des gens qui ont le bac, des gens qui ont la licence, d'autres qui ont le master, mais qui viennent pour pouvoir, disons, se faire former. En dehors de la formation en fibre optique, des techniciens d'intervention en fibre optique, avant la fin de cette année, nous allons lancer la formation sur le référent digital. Nous offrons des formations de courte durée qui leur permettent de pouvoir embrasser un nouveau métier ou de pouvoir maîtriser un peu le numérique qui leur permettra certainement de booster leur carrière ou de pouvoir être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Quid de l'enseignement secondaire général? La préoccupation majeure du gouvernement actuel, c'est la valorisation du capital humain. Et cette valorisation passe par la qualité de l'offre éducative. Alors donc, si on parle de la qualité de l'offre éducative, c'est qu'il faut avoir de bons enseignants, il faut avoir un bon programme. Alors c'est pour cette raison-là que le gouvernement a décidé et a mis en formation depuis 22 décembre 2022 les enseignants de promotion 2012, 2014 et 2016, et puis tous les autres retardataires. Ce qui est une première dans notre pays, aucun gouvernement n'a pris le risque de former autant de promotions à la fois. C'est parce que ce gouvernement a opté pour la qualité qu'il a décidé de ne plus avoir dans le système des enseignants sans formation. Cette formation qui est en cours là impacte un effectif de 1739 enseignants et 326 enseignants qui sont des retardataires, c'est-à-dire les gens de 2008 et autres promotions à qui l'État avait déjà donné la possibilité de se faire former, mais qui n'ont pas pu travailler correctement. Et en principe, l'État ne leur doit plus rien. Le gouvernement a mis en formation et a déployé 50 inspecteurs de l'enseignement secondaire pour renforcer les effectifs existants sur le terrain. Ce n'est pas suffisant.
Nous allons poursuivre déjà l'année prochaine avec une nouvelle promotion de 50 inspecteurs également que nous allons mettre en formation. Dans la même dynamique, le gouvernement a également mis en formation près de 300 conseils pédagogiques qui sont déjà formés et qui sont également déployés sur le terrain. Au niveau du secondaire général, les filles ne payent pas de contribution scolaire au premier cycle. Depuis la rentrée dernière, cette mesure a été étendue au second cycle. Nous sommes à une phase expérimentale et cette mesure donc, va se généraliser à tout le second cycle. Je voudrais rappeler également qu'après plusieurs années, enfin, le Bénin a repris sa participation aux Olympiades de mathématiques. Cette année, les Olympiades se sont tenues donc, à Kigali, au Rwanda, et le Bénin était présent. L'alphabétisation et la promotion des langues nationales sont également bien logées. En 2016, qu'il vous souvienne que la coopération suisse s'était retirée de l'appui institutionnel au Bénin à cause d'une mauvaise gestion passée. Sous le leadership du ministre Kouaro, en mai 2021, nous avons réussi quand même à engager une nouvelle coopération avec la Suisse. Et aujourd'hui, la Suisse est revenue dans notre sous-secteur et elle finançait le Borgou à Libori, mais aujourd'hui finance aussi la Takoa Donga dans notre programme phare. C'est le programme de gestion décentralisée de l'alphabétisation, le programme PAGIDA, et avec un appui financier de près de 6 milliards. L'autre programme phare qui s'annonce aussi, c'est que nous sommes en train de mettre en place un autre projet avec une ONG qui s'appelle CEFAS, qui va nous accompagner dans le financement de l'alphabétisation. Ce financement sera acquis au niveau de la BAD. Le processus est en cours et d'ici à là, cela va devenir une réalité. Qu'est-ce que nous avons pu faire quand même jusque-là? Je peux vous dire qu'au niveau de 2022 à 2023, nous avons pu ouvrir au total 166 centres répartis sur les 77 communes, soit 4200 apprenants. Dans le programme PAGIDA, il y a eu 310 centres qui ont été ouverts avec 8000 apprenants. À cela s'ajoutent les centres ouverts par les privés. L'autre chose que nous avons aussi, c'est une modernisation de l'accès à la connaissance par la bibliothèque numérique. C'est ce qu'on appelle le développement de l'environnement lettré. Ce qui a fondamentalement changé d'abord, c'est le mode de gestion. C'est-à-dire, nous sommes à ce qu'on appelle le faire-faire. Ce n'est plus la direction qui va envoyer les alphabétiseurs sur le terrain. La direction recrute par le biais du Fonds d'aide à l'alphabétisation, ce qu'on appelle des opérateurs privés en alphabétisation. La cible ici, c'est surtout les artisans. Et nous faisons en sorte que, à travers donc, le programme alphabétisation et promotion des langues nationales, nous puissions donc renforcer les capacités de nos artisans. Nous utilisons ce programme pour renforcer les capacités et faire en sorte qu'ils soient réellement autonomes. L'un des instruments privilégiés des autorités en charge des enseignements secondaires et techniques est la plateforme EducMaster. Notre dispositif qui comprend le suivi de la présence au poste et l'exécution des programmes d'études, c'est pour atteindre l'objectif de l'achèvement à 100% des programmes d'études à la fin de l'année scolaire, tant pour les classes d'examen que pour les classes intermédiaires. Le second objectif de notre dispositif, c'est de permettre que tous les établissements, sans exception, sur le territoire national, bénéficient des mêmes traitements. L'objectif aujourd'hui, c'est pratiquement atteint. Au cours de la semaine du 8 au 12 mai, nous avons un résultat globalement satisfaisant. À l'exception du département du Borgou, qui a affiché 98% de taux de renseignement, les 11 autres départements ont atteint 100%. Et notre ambition, c'est de maintenir ce taux de 100% l'année prochaine. Et ça sera fait puisqu'ils disposent du forfait Internet et tous les utilisateurs ont été formés et leur capacité renforcée périodiquement.
Donc l'objectif pour l'année prochaine, c'est 0 absence au poste. Et nous avons les moyens. Avec EducMaster, aussi bien les parents d'élèves parviennent à suivre leurs enfants. Il n'y a plus de bulletins falsifiés parce que les notes, les moyens des enfants sont accessibles par les parents directement sur la plateforme EducMaster. Qui nous souviennent qu'on voit des enfants qui ont échoué peut-être en seconde, on les inscrit en première pour qu'ils continuent. Aujourd'hui, EducMaster vient certifier en quelque sorte le cursus des enfants. Tout déplacement d'un établissement A vers un établissement B doit passer par EducMaster forcément. Et aujourd'hui aussi, pour permettre aussi beaucoup plus de traçabilité, pour être surveillant dans les examens de BPC, c'est sur EducMaster. La liste est générée par EducMaster. Et les chefs d'établissement, c'est eux qui savent, qui connaissent les enseignants qui ont servi sous eux. Et ce sont ces enseignants qu'ils inscrivent. Les réflexions et les travaux souterrains ont abouti à mettre en place un dispositif innovant. De sorte que, en effet, depuis 2 ans, nous nous sommes attelés à configurer, à travers la plateforme EducMaster, un moyen de pouvoir directement alimenter le relevé de notes sur le compte du chef d'établissement. Et je puis dire qu'au terme de ces 2 ans, pour la première fois, au terme de BPC 2023, nous allons expérimenter de mettre en place, d'activer ce dispositif, à savoir que 1 semaine après la proclamation de l'admissibilité, tous les candidats à l'examen du BPC seront en mesure d'aller directement dans leur établissement et pourront retirer, se faire imprimer leur relevé de notes de candidats ayant échoué. Et dans la même logique, 1 semaine au plus tard, après la proclamation des résultats définitifs du BPC, et ce, à compter de la session de 2023, eh bien, et parents d'élèves et candidats pourront simplement se diriger vers l'établissement fréquenté par leurs enfants pour se faire imprimer à partir du compte EducMaster du chef d'établissement le relevé de notes portant admission de leurs candidats. Et en cela, c'est une énorme avancée parce que par le passé et jusqu'à présent, c'est une torture véritable d'attente parce qu'il fallait que les directeurs départementaux s'échinent à manuellement signer les relevés et cela provoquait beaucoup de désagréments au niveau des candidats et des parents. En l'occurrence, cette fois-ci, à travers le nouveau dispositif que nous avons fait aboutir, c'est que ma signature est numérisée et est directement générée sur les relevés, que ce soit pour les cas d'échec comme pour les cas de réussite. Voilà pour l'essentiel en quoi nous aurons contribué à concrétiser un vœu important du gouvernement, numériser le fonctionnement de l'administration et cette fois-ci avec cette digitalisation que nous sommes en train de réussir au niveau de la DEC, de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. C'est une grande révolution et dorénavant, les candidats et les parents pourront aisément accéder en un clic au relevé de notes des examens, en l'occurrence du BPC. Toujours dans la dématérialisation, la gestion des enseignants AME ne se fait plus de façon manuelle. Nous utilisons donc toujours notre outil pour faciliter la gestion et c'est en cela que tous les acteurs, les observateurs du système ont constaté qu'il y a vraiment une nette amélioration dans la gestion des AME. Des pas majestueux sont posés et des réformes mises en œuvre avec stratégie et efficacité. Il y a un point régulier, un point trimestriel qui est fait à l'unité présidentielle de suivi des actions du secteur de l'éducation à travers la direction de la planification et des finances. Ceci, pour rendre compte régulièrement, trimestriellement, il y a un point qui est fait au BAI à travers l'unité présidentielle. Là. Ensuite, mensuellement, nous essayons quand même de nous voir pour faire le point du niveau d'avancement
Et nous identifions les goulots d'étranglement et trouvons des solutions pour faire avancer les choses. En dehors des projets qui sont en cours d'instruction, je peux avouer que tous les projets qui sont déjà instruits, qui sont en cours de mise en œuvre, évoluent normalement. Il n'y a pas de difficultés majeures aujourd'hui qui puissent nous retarder. Puisque nous avons un horizon temporel qui fait que nous devons évoluer de façon véritablement très rassurée pour rendre compte, n'est-ce pas, de la volonté du gouvernement. C'est l'ouverture des écoles, des lycées techniques agricoles en février 2025. Cette horizon que nous avons fait que tout le monde est sur la braise, je vais dire, pour que nous puissions véritablement répondre, n'est-ce pas, à cette volonté du gouvernement, pour que la population qui attend impatiemment donc l'ouverture de ces lycées soit rassurée. Donc ce que le gouvernement a initié est une réalité, que ce n'est pas de l'heure. Pour l'ensemble des projets, nous faisons un point mensuel aussi. On fait rencontre, n'est-ce pas, entre différents coordonnateurs pour voir un peu le niveau d'évolution, le niveau d'avancement de chaque projet et les difficultés qui existent au niveau de chaque projet. On essaie quand même de trouver des approches de solutions pour faire avancer normalement les choses. Donc, si je dois me résumer, il y a 3 mécanismes qui sont mis en place. Le premier, c'est la rencontre entre l'ADET, l'ACIS et le MESTFP pour rendre compte, n'est-ce pas, du niveau de mise en œuvre de la stratégie de l'UFTP. Deuxième mécanisme, c'est la rencontre mensuelle des différents coordonnateurs des projets pour rendre compte du niveau d'avancement de chaque projet. Et le troisième le troisième mécanisme, c'est le point trimestriel qui est fait au BAI à travers l'unité présidentielle de suivi des projets du secteur de l'éducation. Vous pouvez noter tout récemment une action majeure saluée de tous les Béninois, à savoir le rappel dans les classes des 305 enseignants radiés qui avaient donc refusé de faire l'évaluation diagnostique. Je voudrais remercier tout le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, pour sa vision. Vous l'aurez constaté avec moi, de façon globale, ça veut dire que le secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle et l'alphabétisation, le secteur marche. Depuis donc que le gouvernement a imprimé une nouvelle dynamique de gestion de gouvernance et les pions bougent. Et je pense que nous devons avoir confiance. Nous avons espoir que à court terme, avec notamment les réformes concernant l'enseignement technique et la formation professionnelle, nous aurons donc plus de résultats que nous en avons déjà. À l'heure du bilan pour le compte de l'an 2 du PAG2, le département ministériel de Yves Kwaro-Chabi se porte comme un charme et affiche des résultats reluisants, fruit d'une synergie d'action et d'engagement toujours renouvelée.